Je sais pas si vous avez remarqué, mais on est une chaîne qui parle quand même beaucoup d'Apple. On nous le reproche très souvent. Eh bien, cette vidéo risque de vous surprendre parce que en avril 2025, je vais vous conseiller de passer à Android. Je précise, cette vidéo n'est pas une lettre de rupture à Tim Cook. Ce n'est pas une vidéo Apple, c'est la fin. Hein, Léo? J'aime encore beaucoup Apple. J'ai mon Apple Watch, j'ai mon iPhone, il y a le Mac qui est là, il y a l'iPad qui est là. Mais ces derniers temps, et je pense que vous l'aurez constaté aussi, il y a un peu un flottement chez Apple. Les mises à jour sont un peu bourrées de bugs. On a un peu l'impression que ça rompiche. Et surtout, moi, dans mon travail quotidien et même dans mes loisirs, j'utilise de plus en plus l'intelligence artificielle générative. Et je l'utilise de plus en plus sur mon smartphone. Sur mon iPhone, j'ai ChatGPT, j'ai Perplexity, j'ai Mistral. Et je dois le dire, surtout depuis quelques mois, je commence à me sentir freiné par mon iPhone sur ces fonctions-là. Vous l'aurez compris, c'est sur cet écart de fonctionnalité que je peux avoir avec mon Pixel et l'IA de Google et ce qu'on est capable de faire avec Apple Intelligence que je commence à avoir un vrai problème. Mais avant de parler de ça, on va parler de notre sponsor. Vous cherchez une solution de stockage en ligne, fiable, simple à utiliser, sécurisée. Eh bien, aujourd'hui, on va vous parler de pCloud, une solution européenne qui pourrait bien révolutionner votre gestion de fichiers. pCloud, c'est bien plus qu'un simple service cloud. Ces data centers sont situés au Luxembourg. Ils sont conformes aux lois suisses sur la protection de données. Ils sont également compatibles avec le RGPD, donc autant dire que vos fichiers sont entre de bonnes mains. Au niveau des fonctionnalités, vous allez retrouver une compatibilité multiplateforme avec une application qui tourne sur macOS, sur Windows et sur Linux, des applications mobiles intelligentes sur Android et iOS, ce qui va être parfait pour libérer de l'espace sur votre smartphone, et ça notamment grâce à un transfert automatique de fichiers. Une synchronisation instantanée, ce que ça veut dire, c'est que vous pourrez accéder à vos fichiers en temps réel sur tous vos appareils. Et chez pCloud, ils ont même intégré un lecteur multimédia, ce qui va vous permettre d'écouter ou de regarder votre contenu directement sur votre compte. Les prix chez pCloud, ça commence à 4,99 € par mois, mais vous avez aussi des offres annuelles qui sont super avantageuses et vous aurez même des abonnements à vie, comme ça vous serez tranquille à jamais. En ce moment, grâce à notre code promo Nowtech25, vous bénéficiez de 3 mois gratuits sur l'offre Premium 500 Go. Mais attention, ce n'est disponible que jusqu'au 1er juillet, donc faut foncer. Ne perdez pas une seconde pour aller découvrir pCloud et avoir une solution de stockage performante, mais également respectueuse de la vie privée. Nous, en tout cas, on remercie pCloud, ça nous permet de vous présenter cette vidéo et on y retourne. Il y a une chose qu'il faut vraiment qu'on éclaircisse, c'est la différence entre une intelligence artificielle qu'on va avoir dans une application sur son smartphone et une intelligence artificielle qui va être intégrée à son smartphone. En fait, que ça soit Mistral, Perplexity, ChatGPT, toutes les IA, vous pouvez très bien télécharger une application et l'utiliser de manière indifférente sur un iPhone ou un Android. Une intelligence artificielle intégrée, elle va être beaucoup plus inscrite dans l'OS de votre smartphone. Elle va fonctionner avec votre smartphone, elle va comprendre ce que vous êtes en train de faire sur votre smartphone et elle va être présente à différents endroits de votre smartphone. Elle va être dans votre application de mail, elle va vous aider à rédiger du texte, des messages dans iMessage par exemple. Elle va être présente aussi dans la retouche photo avec notamment ces gommes magiques boostées à l'IA. Vous l'aurez dans votre agenda, elle va vous aider à organiser votre journée. Avec le multimodal, vous allez pouvoir montrer des choses avec la caméra de votre smartphone à votre intelligence artificielle et lui poser des questions contextuelles. Plein de fonctions IA qui vont se retrouver dans plein de fonctions de votre smartphone. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette IA intégrée est en train de changer notre manière d'utiliser un smartphone. Et on n'en est qu'à la première étape. Dans le futur, cette intégration ira encore plus loin et vous pourrez demander à votre IA conversationnelle d'accomplir une succession d'actions complexes sur votre smartphone sans que vous ayez besoin d'ouvrir plein d'apps pour faire ce genre de manip. Je vous donne un exemple parmi tant d'autres. Vous pourrez lui montrer un restaurant, lui dire dans une conversation tout à fait naturelle, j'ai un anniversaire organisé avec des amis, ça serait entre telle et telle date, est-ce que tu peux contacter les amis pour qu'on se mette d'accord sur une date? Est-ce que tu peux te charger d'envoyer les mails? Et en même temps, est-ce que tu pourrais me donner des idées de cadeaux et t'occuper de la cagnotte? Bref, vous l'aurez compris, ces IA intégrés vont se rapprocher de plus en plus d'un véritable assistant personnel, de plus en plus d'un Jarvis comme on a vu dans les films. Actuellement, il y a 3 intelligences artificielles intégrées qui existent sur les smartphones. Nous avons Apple Intelligence qui s'intègre dans les iPhones, aidé par ChatGPT, on y reviendra. On a Gemini
Gemini par Google. Et d'ailleurs, Google vient d'annoncer que c'est Gemini qui va remplacer Google Assistant. Et dans une moindre mesure, on a Galaxy AI. Si j'ai choisi de pas trop parler de Galaxy AI, c'est qu'il y a quand même beaucoup Google derrière, même si Samsung n'aime pas trop qu'on dise ça. Et c'est vraiment sur ce sujet de l'IA intégrée que je trouve que Android est en train de prendre un immense avantage sur Apple. Et en fait, le plus dramatique pour Apple, c'est que cet écart s'agrandit de jour en jour. Apple, déjà très en retard sur Apple Intelligence, a commencé son intégration et ne soyons pas que négatifs, l'intégration d'Apple Intelligence, moi je la trouve plutôt bien en termes d'interface. J'aime bien par exemple ce que Apple fait avec les mails, j'aime bien l'intégration d'Apple Intelligence dans Safari. Je trouve qu'au niveau de leur module de génération d'images, l'interface est plutôt innovante avec ce côté drag and drop assez ludique. On en avait déjà parlé dans une autre vidéo, Apple pour combler son retard a fait un partenariat avec ChatGPT qui est plutôt pas mal intégré. Mais derrière cet aspect intégration, Apple Intelligence est complètement à la ramasse. Siri est presque devenue encore moins performante qu'avant et elle se réfugie dans les jupes de ChatGPT dès qu'on va plus loin que de lui demander quel temps il fait. On a vu quand même des erreurs grotesques et presque graves dans des résumés de notifications. La gomme magique intégrée dans Photo, c'est plus un bouche-trou que vraiment une gomme génératrice. Même au niveau des fonctions de base d'une IA générative, comme la génération de texte, je trouve que pour l'instant, Apple Intelligence est très protocolaire, très sage. Bref, on a une Apple Intelligence qui arrive au goutte à goutte, qui est peu convaincante, et d'ailleurs, il y a peu de gens qui l'utilisent vraiment. On pourrait même parler de la fonction multimodale, celle pour laquelle Apple a mis un bouton dédié sur les nouveaux iPhones. En fait, cette fonction multimodale, qui consiste à montrer des choses à Apple Intelligence Vision, ce n'est qu'une interface, parce que derrière, c'est qui bosse? C'est ChatGPT ou, et je vous le donne dans le mille, Google Lens. En fait, le plus grave dans cette histoire, et le plus dramatique pour Apple, c'est que ça fait 1 an et demi qu'ils ont basé toute leur communication sur cette Apple Intelligence. On a vu des campagnes de pub, mais surtout, ils ont mis à jour toute leur gamme de produits au niveau hardware pour quelque chose, Apple Intelligence, qui ressemble de plus en plus à du Vaporware. Et pendant ce temps-là, côté Google, ça s'active. Ils ont eu aussi un mauvais démarrage. Google était aussi en retard sur l'IA générative. On se souvient de Bard, des premières hésitations. On peut dire qu'ils ont mis les bouchées doubles et ils ont bien rattrapé leur retard, notamment par rapport à ChatGPT. Google vient de présenter Gemini 2.5, qui est vraiment très impressionnant. Mais au-delà de la puissance et des capacités de Gemini 2.5, ce qui nous intéresse le plus pour le sujet de cette vidéo, puisqu'on parle de smartphone, c'est que Gemini va remplacer Google Assistant dans sa version 2.5 directement dans les smartphones Android. Et la grosse différence entre Gemini et Apple Intelligence, c'est que Gemini est une intelligence artificielle complète. Google a développé son propre modèle de langage, ne se repose pas sur un ChatGPT ou un autre concurrent. Gemini est également transversal, vous aurez un peu le même Gemini qui va fonctionner sur votre PC, dans une application iOS sur votre Android, ce qui veut dire que l'expérience Gemini va vous suivre au-delà des objets hardware. Vous pouvez par exemple utiliser Gemini 2.5 sur un Google Sheets sur votre PC et derrière retrouver ces réponses sur le Gemini qui sera sur votre Android. L'intégration de Gemini dans les fonctions d'Android a un petit peu de retard sur certaines fonctions. Surtout, il y a beaucoup de choses qui ne sont pour l'instant accessibles que si vous avez une version payante de Gemini. Mais je vous rassure, elles vont arriver pour les versions gratuites. En tout cas, c'est ce que Google a annoncé. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer certaines choses que moi j'ai pu activer parce que j'ai la version payante de Gemini, mais vous pourrez bientôt les activer sur votre Android. Les fonctions multimodales arrivent dans Gemini, et là où c'est très impressionnant, et je vais vous faire une démo, c'est qu'on peut montrer des choses à Gemini en temps réel, pas besoin de prendre des photos ou de figer quoi que ce soit. Je vais vous faire une démonstration de comment ça marche, et vous allez voir, même s'il y a encore pas mal d'erreurs parce que c'est une bêta, que vous pouvez très facilement lui montrer quelque chose qu'il va contextualiser et entamer un dialogue avec Gemini par rapport à ce que vous montrez. J'ai des restes de côte de porc d'hier soir. J'ai également ça. J'ai de l'ail, j'ai de l'échalote. Est-ce que tu me conseilles une recette? Qu'est-ce que je pourrais préparer? Avec ces ingrédients, je te suggère de préparer une sauce aigre douce. Tu pourrais faire revenir l'ail et l'échalote, puis ajouter le gochujang et un peu de bouillon. Ensuite, tu n'aurais plus qu'à laisser mijoter les côtes de porc dans cette sauce. Qu'en penses-tu? Qu'est-ce que tu me conseilles comme légumes? Tu pourrais ajouter des épinards ou des pousses de soja. Tu les ferais revenir rapidement avec de l'ail et un peu de sauce soja. Qu'en dis-tu? Ouais, j'ai également
De l'huile de sésame grillée, tu penses que ça pourrait servir dans cette recette? Oui, l'huile de sésame grillée serait parfaite pour faire revenir le porc. Elle ajoutera une saveur délicieuse à ton plat. Ok, est-ce que tu peux m'écrire une recette avec des quantités, sachant qu'il reste une côte de porc et demie et que j'aimerais faire le plat pour 2 personnes? Bien sûr, voici une recette pour 2 personnes avec une côte de porc et demi. Ingrédients: 1,5 côte de porc cuite, 2 gousses d'ail, un échalote, 2 cuillères à soupe de gochujang, 1 cuillère à soupe d'huile de sésame grillée. Vous trouverez également les fonctions Canvas qui sont donc sur le Gemini de votre Android. Canvas, pour la faire simple, c'est un petit peu un grand tableau sur lequel vous pourrez ajouter pas mal d'éléments qui va vous aider pour les brainstorming, vous pourrez mettre des morceaux de code. Très bientôt, même si moi je ne l'ai pas encore sur ce Pixel, vous allez pouvoir avoir des fonctions Gemini sur toute la suite Office de Google. La gomme magique que vous avez sur Google Photos est beaucoup plus performante, elle permet vraiment de générer plus que de faire du bouche-trou. Mais en fait, ce que je trouve le plus bluffant dans la relation Gemini avec Android, c'est la place que Gemini prend, donc cette nouvelle place de Google Assistant. Ça devient donc l'interface conversationnelle entre vous et votre Android, et on arrive à avoir une discussion très naturelle, même si je trouve qu'il y a un peu des réponses parfois, elle relance toujours avec des questions, c'est encore un peu robotique. On n'est pas au niveau d'un chat GPT, mais n'oublions pas, là, on parle d'une IA qui est intégrée à votre Android. Et là où ça devient très fort, c'est avec cette nouvelle fonction de partage d'écran. Vous pouvez montrer à Gemini, tout en discutant avec elle, que ce soit d'ailleurs à l'oral ou à l'écrit, vous pouvez lui montrer ce que vous êtes en train de faire sur votre smartphone. Et du coup, elle va contextualiser l'action. Je vous fais une démo. Est-ce que tu peux m'expliquer comment je fais pour changer la couleur de mes icônes? Je trouve que ce vert est immonde. Pour changer la couleur de tes icônes, il faut aller dans les paramètres de ton téléphone. Tu vois l'icône en forme d'engrenage? Non, là, je vois pas l'icône en forme d'engrenage. Où est-ce que je peux la trouver? Ah oui, pardon, elle n'est pas sur cet écran. Pour l'afficher, il faut que tu glisses ton doigt de haut en bas. Tu vois l'icône maintenant? Oui, je la vois. En bas à droite, je clique dessus. Parfait. Maintenant que tu es dans les paramètres, tu devrais voir une option appelée fond d'écran et style ou quelque chose de similaire. C'est là que tu pourras modifier. C'est bon, j'ai trouvé fond d'écran et style. Et comment je change cette couleur sur les icônes? Maintenant, tu devrais voir une option appelée couleur du fond d'écran ou couleur thématique. C'est là que tu pourras choisir une nouvelle palette de... Non, je ne vois pas. Est-ce qu'il faut que j'appuie sur taille et couleur de l'horloge? Non. Non, tu n'as pas besoin de changer d'écran. Tu vois l'option icône à thème juste en dessous? Active-la et tes icônes devraient changer de couleur. Ah, d'accord, c'est cette option-là. Ok. C'est désactivé. Et oui, ça marche. J'ai retrouvé les couleurs de mes icônes. Merci, Gemini. Il y aurait plein de démos à vous faire et j'avoue qu'en ce moment, de jour en jour, le Pixel me devient de plus en plus utile avec cette intégration de Gemini qui prend de plus en plus de place dans Android, ce qui met clairement une grosse vitesse à mon utilisation de l'intelligence artificielle sur iOS qui est finalement assez limitée aux applications parce que je dois vous l'avouer, Apple Intelligence, je l'ai un peu utilisé pour la démo, mais c'est beaucoup trop limité pour les usages que j'en ai. Alors, je sais que Apple a certains handicaps dans cette course à l'IA intégrée sur smartphone. D'abord, Apple veut une IA très safe. Ils veulent éviter à tout prix des bad buzz si on se met à générer tout et n'importe quoi sur nos smartphones. L'exemple flagrant de ça, c'est la génération d'images. L'interface, elle est jolie, mais les images qu'on génère, c'est d'un neuneu. Le nombre de choses qu'il interdit de générer fait qu'au bout d'un moment, vous n'allez pas du tout l'utiliser. Mais également, sur ce côté sécurité, Apple travaille beaucoup à une IA qui va tourner pour certaines parties en local, pour sécuriser les données de vie privée. Donc ça leur rend la tâche plus difficile, plus laborieuse. Mais attention, chez Google, ils ne sont pas en reste sur ce côté sécurité. Parce que Google aussi est en train de développer des fonctions de son IA, de Gemini, qui vont tourner en local avec les TensorFlow, notamment des pixels, dans une version qu'on appelle Gemini Nano. Alors pour l'instant, c'est pas encore déployé, mais ils travaillent aussi dessus. Donc je pense qu'à terme, on pourra sécuriser quand même une partie de l'utilisation de Gemini également sur les Android, notamment pour tout ce qui concerne le monde de l'entreprise. Ce qui m'amène à un autre point qui avantage quand même beaucoup Android, c'est que pour l'instant, Google
on sent qu'ils ont l'intention de rendre beaucoup de fonctions gratuites. Dans un monde dans lequel l'IA commence déjà à coûter très cher aux utilisateurs. Parce que vous le savez, l'IA, ça coûte très cher à générer. Et c'est là où il ne faut pas être naïf, c'est qu'il ne faut pas oublier le business model de Google. Ça reste quand même fondamentalement d'avoir les informations les plus précises sur vous pour créer des profilages publicitaires qui sont le cœur de leur business model. Et du coup, les fonctions de Gemini qui petit à petit vont vous regarder travailler sur votre smartphone permettent d'enrichir cette base de données. Attention, je ne suis pas en train de dire que Gemini vous espionne et va revendre vos données. Il y a des réglages, il y en a même un que vous pouvez activer, désactiver pour rendre les choses granulaires sur ce que vous êtes prêt à partager ou pas. Mais ça donne quand même un gros avantage à Google. Plus vous allez lui donner des informations personnelles, plus vous aurez des services personnalisés de l'IA. Et en fait, pourquoi je pense que ça donne un énorme avantage à Android par rapport à iOS, c'est que je pense dans le futur, dans les 1-2 ans à venir, le choix finalement de notre IA personnelle, de notre IA intégrée, sera aussi importante, voire plus importante que l'OS sur lequel vous fonctionnez. Alors je sais que cette vidéo va peut-être en perturber certains. On a tous des réactions différentes par rapport à l'arrivée un peu brutale de l'IA générative dans nos vies. Certains d'entre vous ne veulent pas l'utiliser, certains d'entre vous n'osent pas l'utiliser, certains d'entre vous ne voient pas trop à quoi ça va servir. Et ne croyez pas qu'en faisant ce type de vidéo, je vous incite à fond à utiliser l'IA générative. On est tout à fait conscient des problèmes éthiques, économiques et sociétaux que vont poser l'IA générative dans le futur. C'est des sujets qu'on abordera dans d'autres vidéos et qu'on aborde très souvent dans nos lives sur Twitch le matin si vous vous levez tôt. Pour ce qui est de l'usage de l'IA, là je pense que tous les constructeurs, que ce soit Google, Apple, vont travailler sur comment pédagogiquement nous apprendre à utiliser ces outils. Mais je pense quand même que c'est inévitable, ces IA intégrés vont prendre de plus en plus de place dans notre utilisation d'un smartphone et même de manière générale dans notre utilisation de l'informatique. Alors bien sûr, cette IA intégrée n'est pas la seule raison de basculer sur Android si vous êtes sur iOS, mais pour moi, c'en est quand même une majeure cette année. En tout cas, c'est le point qui me fait le plus réfléchir. Après, Android garde toutes ses qualités. C'est quand même beaucoup plus de customisation, un écosystème qui est beaucoup plus ouvert, dans lequel vous aurez beaucoup plus de choix, de montres par exemple. Vous aurez de bien meilleurs rapports qualité-prix et surtout une gamme de prix beaucoup plus étendue chez Android. Et même au niveau de la durabilité, parce que c'est important pour certains d'entre nous, Android a non seulement rattrapé Apple sur ce sujet-là, mais le dépasse presque avec des engagements de 7 ans de mise à jour. Si vous voulez en savoir plus sur ces autres avantages entre Android et iOS, parce que iOS aussi a des avantages, on a fait une vidéo récemment où on compare Android à iOS en 2025. Mais reste la question, est-ce qu'il faut switcher? Est-ce que vous commencez à hésiter, à vous dire ah, j'en ai un peu marre quand même d'iOS, j'ai envie de passer à autre chose? Il faut savoir quand même quelque chose, c'est que c'est peut-être beaucoup plus facile que vous le croyez de passer d'un univers à l'autre. Il y a aujourd'hui des applications côté Android, côté iOS, qui permettent de faire migrer ces données. On a beaucoup de choses quand même aujourd'hui qui sont sur le cloud aussi. Et là, vous allez me dire, bah Jérôme, et toi, est-ce que tu vas switcher? Bah en vrai, ça se passe de plus en plus sur mon bureau. Le Pixel est de plus en plus allumé dans ma journée de travail. Gemini, surtout depuis le passage à Gemini 2.5, je l'utilise de plus en plus. Je l'ai utilisé comme assistant pour m'aider à écrire cette vidéo, mais je n'ai pas encore franchi le cap de passer mon eSIM de mon iPhone à mon Pixel. Je peux pas me cacher à moi-même que j'aime beaucoup l'écosystème d'Apple. C'est une cage dorée qui est extrêmement confortable. J'adore mon Apple Watch et pour l'instant, j'ai pas trouvé d'équivalent côté Android. Il est clair que dans mon travail, notamment au niveau des fonctions IA, je commence à me sentir bridé avec mon iPhone, donc il va falloir que Apple se réveille. En fait, la situation qui serait idéale pour moi actuellement, c'est de pouvoir splitter mon eSIM entre les deux et utiliser indifféremment l'un ou l'autre selon ce que je suis en train de faire. Donc, je vous attends dans les commentaires. Je vous en prie, on est en 2025, donc la guéguerre iOS, Android, elle n'existe plus, sauf chez les vieux grincheux. Je vous invite à regarder ou à re-regarder la vidéo où on comparait Android à iOS en 2025. Et moi, je vous retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo.